Arlo en transition, premier épisode. Bonne écoute. Ce que j'appelle comprendre, c'est avoir une certitude telle qu'on ne puisse plus ne pas mettre en pratique ce qu'on a appris. Arnaud Desjardins. J'ai depuis quelques années entendu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, j'ai écouté des vidéos. Et donc j'avais une idée de ce que je voulais faire. Et finalement, ce n'est qu'au moment où réellement les choses se mettent en action qu'il y a une vraie transformation. Pour ce premier podcast, je vous propose d'écouter ma rencontre avec Vincent Villers, initiateur du projet Betty, représenté par cette petite betterave rouge toute mignonne que vous avez peut-être déjà vue. Betty, c'est une plateforme en ligne réunissant des producteurs et des artisans locaux issus de notre belle région de la province du Luxembourg. En soi, il s'agit d'une superbe opportunité de consommer vraiment local. Avant de faire un virage à 360 degrés pour se consacrer à son projet de recréer le lien entre les producteurs et les consommateurs locaux, Vincent était partenaire dans un Big Four à Luxembourg pendant plus de 20 ans. Rencontre avec ce leader qui bouillonne d'idées au quotidien. Bonsoir Vincent. Bonsoir Stéphanie. Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir, bienvenue. Rentrons directement dans le vif du sujet. Peux-tu me parler de ton projet et comment t'es venue l'idée ? L'idée du projet, c'est une longue histoire. Ce projet, il démarre il y a un peu plus de 2 ans, en rentrant d'une semaine de formation avec un ami. On refaisait le monde dans le train. Et en refaisant le monde, on est arrivé sur la consommation, sur l'alimentation et essentiellement sur l'alimentation de viande. Donc pour nous, on a beaucoup débattu là-dessus. On avait certainement lu des articles et on s'est dit que on voulait vraiment avoir de l'impact sur une consommation qui respectait les animaux. Du coup, on est parti sur le respect du vivant de manière beaucoup plus large et in fine, on est arrivé sur le fait que si on respecte les animaux et qu'on respecte les plantes, finalement, on se respecte aussi. Et donc, après, on était à Bordeaux, donc on a eu le temps de refaire le monde, comme tu peux imaginer. Et de fil en aiguille, moi, quand je suis rentré, ça m'a vraiment, vraiment pris dans la tête et j'ai commencé à coucher des idées sur papier, à vraiment expliquer ma vision, ce qui était important pour moi. Ça remonte à il y a un peu plus de 2 ans. À ce moment-là, je travaillais encore dans une entreprise au Luxembourg et on en reparlera plus tard. Tout ça est devenu tellement important que de fil en aiguille, j'ai dû mettre en œuvre un certain nombre de choses. Donc voilà, j'ai pris des actions, j'ai créé un project plan, j'ai pris pas mal de contacts pour finalement arriver à travailler sur un projet qui a pris beaucoup de formes, qui s'est transformé, mais qui s'est transformé ici pendant le confinement en Loco 50. Et Loco 50 devient en fait, dans cette dimension de l'alimentation qui respecte le vivant, une alternative concrète, pratique, qui permet aux gens de la région d'acheter des produits à des producteurs qui, eux, respectent leurs produits. Et qui permet donc de s'alimenter avec des choses qui ont respecté les cycles du vivant et du coup qui viennent faire du bien aux gens. Voilà, en gros, le projet, il est arrivé comme ça et je suis très content maintenant d'être vraiment dans une phase concrète qui me permet, parce que si je fais ce projet, et on y reviendra certainement après, c'est aussi pour moi. Et moi, je prends un énorme plaisir à contacter les producteurs, à aller les voir, à passer du temps avec eux, à comprendre comment ils travaillent. Et ça me fait vraiment un bien fou. La vente de produits et la plateforme, c'est juste un moyen. Et donc ce moyen, il va évoluer et ça aussi, c'est très important pour moi parce que ce que j'aimerais, c'est travailler sur ce lien et un lien avec du respect, comme tu l'as bien compris. Et donc pour ceux pour qui il y a une distance encore assez grande entre le producteur, sa terre, son champ et leur cuisine, eh bien pour cela, peut-être que la plateforme est un moyen de créer ce lien. Et nous, ce qu'on veut dans la plateforme, c'est aussi expliquer l'histoire, c'est parler du produit. Je suis un passionné de plein de choses, et notamment d'alimentation, du lien entre l'alimentation et la santé aussi. Et donc, on veut amener ça
sans donner des leçons, sans être vraiment dans le côté très, très éducatif. Et donc on veut créer ce lien. Et donc la plateforme, peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura plus besoin parce qu'il y aura d'autres moyens de distribuer les produits. Mais c'est vraiment juste le moyen auquel j'ai pensé et qui n'est pas nouveau parce que des plateformes, ça existe déjà. Il y a plein de plateformes qui existent et il y en aura encore plus. Et il y en a beaucoup qui sont apparues aussi lors du confinement. Mais ici, on ne propose pas une plateforme. On propose de créer un lien. C'est tout à fait différent pour moi. Où en est ton projet? Quelles sont les différentes actions qui sont déjà réalisées? Alors le projet à ce stade, donc comme je l'ai annoncé dès le début, l'idée c'est de démarrer début septembre avec un nombre limité de clients. Donc on verra si on arrive à se limiter à 50 ou si on se situe un petit peu plus haut. Mais l'idée c'est en septembre d'avoir des clients qui se seront engagés vraiment pour nous permettre de tester notre idée, qui seront engagés à commander régulièrement, toutes les semaines si possible. Et afin qu'on puisse mettre en œuvre les processus et vraiment voir comment rôder en fait la solution. Donc d'ici septembre, il nous reste pas mal de choses à faire. Ce qui a déjà été fait, donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai écrit le concept sur papier, j'ai fait un projet de charte, on a un projet de statut qui existe et on espère déposer les statuts de l'ASBL pour avant la fin du mois de juin. Donc j'ai une équipe dont on parlera tout à l'heure aussi. On est 7 pour l'instant dans ce projet. J'ai rencontré pour l'instant une bonne quinzaine de producteurs. Parfois je les ai appelés, mais souvent je suis allé les voir. Et il y a vraiment eu un chouette échange qui s'est passé. On a pris contact avec une dame qui gère le même genre de business à As, donc juste au nord de Bruxelles, Laurence Claraut, une dame extraordinaire et qui elle aussi en tant qu'entrepreneur, a vraiment mis beaucoup de choses en œuvre, dont le développement d'une plateforme technologique, parce que nous, on ne va pas développer de plateforme, on va utiliser une plateforme qui existe déjà, parce que je pense que notre valeur ajoutée n'est pas dans la technologie, c'est vraiment dans la mise en lien. On est allé voir aussi le réseau Solidairement récemment, parce que le réseau Solidairement, c'est une initiative qui est vraiment géniale dans la province du Luxembourg, et qui permet déjà à 60 producteurs de rassembler leurs produits et de les distribuer dans des épiceries. Donc on est allé les voir parce que dans l'idée d'être vraiment en supplément et dans la collaboration, il est hors de question que nous, on ait des camionnettes qui aillent chez des producteurs qui eux-mêmes utilisent un réseau, et d'ailleurs un réseau dont ils sont eux-mêmes coopérateurs. Ouais. Ce qui nous reste à faire, c'est de prendre des contacts... Donc j'ai pris des contacts avec la commune d'Attert et j'ai besoin de les rencontrer pour obtenir du soutien, parce qu'on le fait aussi sous la forme d'une ASBL comme je l'ai dit. Et pour nous, c'est important qu'on soit ancré dans la commune où on habite, même si l'idée c'est de couvrir les habitants d'Attert et d'Arlon. Mais voilà, je me suis tourné vers la commune d'Attert. Pour l'instant, le contact passe bien. Et donc voilà, on voudrait voir quel soutien la commune peut nous apporter. On va donc... lancer la phase de test, donc créer les producteurs sur la plateforme. On doit donc inscrire notre ASBL avec un numéro de TVA, enfin tous les aspects administratifs. On doit aussi se mettre en ordre avec l'AFSCA. Bon, ça c'est pas compliqué puisque justement il y a des modèles qui existent. On connaît exactement les catégories qu'on doit remplir. Maintenant, c'est vraiment les aspects concrets et pratiques et qui finalement, vu la phase de test, sont relativement simples et peu stressants parce que 50 clients c'est ok. Pour la petite histoire, quand je suis allé chez Laurence à As, elle avait environ 110 clients à servir cette semaine-là et elle a tout fait avec ses deux filles de 8 et 13 ans et avec moi qui lui ai donné un coup de main. Et voilà, elle a géré 107 clients. Nous, on veut vraiment commencer plus petit. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin qu'on le fasse sans stress et qu'on puisse, grâce à ce test, bien faire les adaptations parce que on a pas mal de challenges dans ce projet parce que nos intentions sont réellement de faire du plus et de ne pas amener une mauvaise concurrence dans un domaine qui a besoin d'une concurrence qui va faire de l'émulation, mais pas quelque chose qui risque de nuire à ce qui existe. Donc on doit être vigilant sur les prix que l'on va pratiquer, on doit être vigilant sur les producteurs que l'on propose
aussi. Donc il y a pas mal de choses en fait encore à fine-tuner, comme on dit en bon Bien français. sûr. C'est le début. Oui. Et quand tu parles de 50 clients, au niveau des producteurs, tu penses en réunir combien? Disons que pour l'instant, il n'y a pas de limite particulière. La seule chose, c'est qu'il faudra qu'on trouve quand même un panier, donc des types de produits qui soient suffisamment intéressants. Je le dis tout de suite, le but n'est pas que sur Loco, on puisse commander tout ce qu'on consomme et tout ce qu'on peut trouver dans une épicerie ou dans un supermarché. Le but est de trouver ce que les producteurs vraiment proches produisent, et c'est souvent saisonnier et donc et en quantité parfois réduite. Mais on a quand même besoin d'avoir un panel suffisamment large. On doit avoir des légumes, on doit avoir différentes sortes de fromages, on doit avoir des pâtes, on doit avoir des herbes, on doit avoir du pain, on doit aussi avoir de la viande. Le sujet de la viande est un sujet qui n'est pas très simple dans la région. Je pense qu'on aura peut-être une vingtaine de producteurs. D'accord, très bien. Au niveau de la plateforme, quelle charge de travail ça va leur demander? Pour nous, le principe est que le producteur puisse en faire le moins possible. D'accord. Le moins possible on va dire, dans les ventes hebdomadaires. Par contre, il est clair qu'à un moment, on va aussi vouloir qu'ils viennent à la rencontre des clients sous la forme de petits événements qu'on créera, mais ça, ce sera pour plus tard. Mais donc, pour la vente, il va en faire le minimum. On a besoin de sa collaboration pour présenter les produits sur la plateforme. Donc, ok, ça passe par des photos, ça c'est relativement simple. On veut aussi raconter son histoire, donc on a quand même un petit peu de temps à passer avec lui. Par contre, pour chacune des ventes, on a juste besoin qu'il nous dise ou qu'il aille lui-même sur la plateforme pour en renseigner les stocks qui seront disponibles et adapter le prix, puisqu'on est quand même, en tout cas pour certains produits, notamment au niveau des légumes, ça fluctue quand même très souvent, voire même parfois toutes les semaines. Et donc on a besoin que lui aille sur la plateforme pour modifier le prix. Bon, ou alors il nous appelle et nous on fait la modification. Pour le reste, il recevra une liste avec tous les produits qui ont été commandés. Il verra le nom des clients, mais lui ne doit pas préparer pour chacun des clients. Et puis il doit mettre les produits à disposition qu'on viendra chercher ou qui seront acheminés via le réseau solidairement selon la nature du producteur. D'accord. Et au niveau des clients, à quel rythme ils vont pouvoir commander? L'idée, c'est de pouvoir commander toutes les semaines. Qui s'engagent à commander une fois par semaine? Pour la phase test, oui, c'est ce qu'on va demander. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment besoin de récolter du feedback des utilisateurs. Si c'est quelqu'un qui, sur les mois de test, et encore une fois, moi j'ai dit au début que ce serait jusqu'en décembre, peut-être qu'on fera une période de test plus courte, mais en tout cas sur la période de test, on a besoin que les gens puissent nous donner un vrai feedback sur les producteurs, sur la manière dont on achemine les produits, sur la manière dont ils sont emballés, bien qu'on ira sur un minimum de déchets. Mais donc on a besoin de cette collaboration, donc j'ai besoin que ce soit des gens qui s'engagent. Par contre, une fois qu'on est en mode live, comme on dit, à ce moment-là, les gens commanderont quand ils le souhaitent. Ils pourront commander toutes les semaines. On va pas faire des fréquences plus petites, donc pas plus grandes, pardon. Donc on va pas se dire tiens, tu peux commander 2 ou 3 fois par semaine. Par contre, toutes les semaines, mais il n'y aura pas d'obligation de commander. En tout cas, c'est vers ça que l'on va. Mais de nouveau, si la phase de test le démontre, peut-être qu'on dira, écoutez, nous, on veut travailler avec des gens qui s'engagent. Il y a un double objectif. Le premier et le plus important, c'est d'être une solution complémentaire pour que les producteurs distribuent leurs produits. Mais c'est aussi la découverte de ces produits par les clients. J'ai la chance de découvrir pas mal de produits, mais ça demande quand même à se déplacer, ça demande de prendre le temps. Ça ne demande pas d'avoir du temps, parce que c'est différent, mais ça demande de prendre le temps. Et du coup, c'est vraiment un objectif, c'est de pouvoir découvrir. Et parfois, on ne se rend pas compte, et je prends juste l'exemple du fromage, on ne se rend pas compte de la variété de producteurs de fromage et donc de goût et de type de fromage qu'il peut y avoir dans la province du Luxembourg. C'est juste bluffant. On va découvrir ça bientôt, je crois. Avec plaisir. Quelles ont été les réactions autour de toi? Donc depuis 2 ans, tu portes ce projet. Depuis 2 ans, je suppose que tu en parles autour de toi. Comment ça se passe? Si tu dois me décrire les 2 ans qui viennent de se passer. On peut lier en fait le moment où j'ai commencé à parler du projet avec le moment où j'ai annoncé à ma famille, essentiellement à mes enfants, que j'avais démissionné.
et que je voulais quitter ce travail D'accord. que je faisais depuis 24 ans. Et donc, ça a été à la fois une surprise, mais ils étaient très contents. Je leur ai expliqué pourquoi, je leur ai expliqué ce que j'avais envie de faire, en D'accord. disant que la forme exacte, je ne la connaissais pas. Par contre, que mon objectif était d'être impliqué dans la consommation de produits locaux, d'agriculteurs, d'aller les voir et de permettre, via une plateforme informatique, puisque mon métier était quand même beaucoup aussi dans les projets informatiques notamment, eh bien de pouvoir les commander. Donc quand je leur ai dit ça, bah, ils ont été super contents et ça s'étend à ma famille de manière plus large, mais aussi à mes amis, vraiment avec des réactions très étonnées parce que le grand saut de quitter une entreprise comme celle où je travaillais était un peu étonnant. Par contre, c'était voilà, ça paraissait naturel parce que voilà, j'avais déjà changé certaines choses depuis des années, ma tête avait déjà changé, et donc ça devenait naturel. Même si parfois une décision, ben, parfois quand on la prend à un moment donné, mais elle mûrit tellement que parfois on pourrait dire on transpire déjà la décision avant même de la Bien sûr. prononcer en fait. Bien sûr. Et du coup, comment as-tu formé l'équipe? Je ne sais pas si tu les recrutes ou si... Comment ça se passe pour que finalement des gens te suivent et se disent mais ouais, c'est une super idée, je veux faire ça avec toi ou... Bah écoute, là aussi, sur la durée de réflexion par rapport au projet, il y a différentes personnes qui se sont succédées. Ça s'est beaucoup fait par contact interpersonnel, donc des amis ou des gens qui étaient dans un autre projet, parce que j'ai quand même, sur les 2-3 dernières années, participé à pas mal de projets. Et là, en discutant, donc par exemple, les premiers qui font partie du projet sont avec moi aussi dans le projet Enova secondaire, qui est un projet ici sur la commune d'Attert. Dès le début, il y a un peu plus d'un an, il y a des membres du projet Enova qui étaient avec moi sur mon projet initial. Mon projet initial s'appelait Wow. Et bien, ils étaient sur Wow avec moi. Et puis ils sont pas restés, le projet a changé. Mais ici, dès que j'ai pris la décision, et ça a été très limpide ce jour-là, de lancer Loco 50 et de créer le groupe sur Facebook, etc. Eh bien, j'ai non seulement invité la plupart de mes amis, mais aussi très vite, j'ai lancé quelques invitations à différentes personnes qui avaient été avec moi sur le projet avant, qui avaient été mis en contact avec moi parce que, voilà, lors d'un autre projet, il y a quelqu'un qui parle et qui rencontre quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre s'intéresse à l'alimentation, et puis on lui dit « Ah, mais tu devrais parler avec Vincent ». Et ça, depuis plus d'un an, tu peux pas imaginer le nombre de fois où c'est arrivé. Ce monde des initiatives, finalement, il est très interconnecté. Et donc maintenant, dans l'équipe, sur les 6 personnes, ben, ce sont soit des gens qui étaient sur le projet avant avec moi, soit vraiment dans les amis, ceux qui très vite, quand j'ai lancé le groupe, ont réagi, m'ont envoyé plein de messages, tu devrais contacter ce producteur-là, et ça c'est une bonne idée, tu devrais faire ça. Du coup, je les ai recontactés, j'ai dit écoute, voilà, c'est le cas par exemple de Muriel et Clarence, je leur dis, mais si ça vous intéresse tellement, venez, rejoignez le projet. Et puis la dernière en date, c'est Pauline. Pauline, elle avait la même idée, et elle travaillait depuis plusieurs semaines sur ce projet, elle habite Étal, et donc elle aussi... elle avait développé un questionnaire, elle avait interviewé des voisins, même des gens un peu plus loin, des familles, pour comprendre quels étaient leurs besoins. Elle avait été voir des producteurs, elle avait déjà pensé à un nom, un logo, une plateforme. Enfin, elle avait une autre vision, elle avait quand même des différenciations par rapport à ton projet? Oui, il y avait des différences peut-être parfois sur la forme, mais sur les intentions, c'était les mêmes. La même idée lui est venue. Et donc cette idée, ben, elle a fait son chemin. Et parfois les idées, quand elles deviennent dans le concret, ben, elles prennent une forme voilà, particulière. Donc la forme n'était pas tout à fait la même. Mais du coup, on s'est rencontrés, on a passé un après-midi ensemble. Et à la fin de l'après-midi, j'ai même pas eu besoin de lui demander de rejoindre l'équipe, parce qu'elle n'attendait que ça, et donc c'était très clair. Et donc pour l'instant on est 7 et on est ouvert à
à d'autres personnes. Si d'autres personnes souhaitent nous rejoindre, ont la motivation, ont l'intérêt de consacrer du temps. Je rappelle qu'on va fonctionner sous la forme d'une ASBL, avec ou pas, bien sûr, avec des bénévoles, mais pas que. Donc voilà, si des personnes sont prêtes à nous rejoindre. D'ailleurs, Pauline a fait un post cet après-midi pour lancer un peu plus formellement cet appel. Chouette. Au quotidien, comment vous vous organisez avec cette équipe ? Bah écoute, dans l'équipe, il y en a 2 qui peuvent y consacrer un peu plus de temps parce qu'ils n'ont pas un travail pendant la journée qui leur prend beaucoup de temps. Donc Philippe et moi, on y consacre un peu plus de temps. Et les autres se connectent plus le soir. On a un groupe de discussion, on a une plateforme de documents où on partage et souvent, donc voilà, comme c'est arrivé encore aujourd'hui, j'ai posté 2 documents en posant des questions, en indiquant voilà les commentaires que j'attends. Et puis au fil de l'eau, les autres donnent leur avis, ils y répondent. Là, juste avant que tu arrives, ok, on est en train de valider une nouvelle version de la charte, par exemple. Moi, j'ai eu le temps d'y travailler. Je passe beaucoup de temps moi-même à passer les coups de fil aux producteurs, à aller les voir. Mais voilà, parce que j'ai du temps et que j'ai décidé que ce projet était le principal projet sur lequel j'allais travailler. Je travaille sur d'autres choses, mais je n'ai pas un travail qui m'occupe du matin au soir comme 5 des 7 membres du projet, quoi. Mais donc voilà, on se parle le soir, on fait des échanges de messages, et puis on a une réunion toutes les semaines. Toutes les semaines, quand même. Toutes les semaines, oui. Mais bon, seulement maintenant depuis un mois, un peu moins d'un mois, avec tout le monde. Au début, c'était surtout moi qui faisais l'essentiel, jusqu'au moment où les autres m'ont rejoint. Et maintenant, du coup, tu retrouves une certaine énergie de leur part. C'est pas que ton projet. Tu arrives à déléguer et en même temps apprécier les idées. Oui. Parce qu'on sent que tu portes ton projet. Est-ce que tu laisses la place aux autres ? Mais ouais, c'est une très bonne question parce que c'est aussi un challenge pour moi. Je suis convaincu que pour que ce projet fonctionne dans la durée, il est bon que ce soit aussi un projet du collectif et un projet dans lequel le collectif a vraiment pu apporter quelque chose et pas simplement un collectif qui est là au service de l'exécution de tâches qui auront été dictées par une ou 2 personnes. Donc c'est un challenge pour moi. On en a parlé aussi et je l'ai vraiment bien dit aux autres j'attends aussi pour moi, j'ai un cadeau à avoir à l'issue de ce projet, c'est d'avoir pu vraiment mener un projet de manière collective et pas simplement ok, j'ai des idées, écoutez, on va faire comme ça. Non, être vraiment à l'écoute des autres, vraiment travailler en mode intelligence collective, ça va apporter une énorme pérennité et beaucoup de qualité à ce projet. Ouais, c'est un challenge parce que c'est nouveau, hein. J'ai travaillé 24 ans dans un mode de fonctionnement totalement différent, avec soit écouter ce qu'un chef disait, ou soit les autres à la fin et pendant plusieurs années, ils écoutaient ce que je disais. Même si je les avais écoutés, mais à la fin c'était moi qui devais décider. Et ça c'est le mode de fonctionnement de l'ancien monde, quoi. J'aime bien quand tu dis l'ancien et le nouveau monde. Tu peux un peu me décrire ce que tu appelles le nouveau monde et l'ancien monde ? Il y a vraiment un parallèle très fort entre moi, mon comportement, ce que je fais, ce que je mets en œuvre, et ce que je mettais en œuvre avant et ce que je mets en œuvre maintenant, et ce qu'on pourrait appeler en fait l'ancien et le nouveau monde. Pour rester sur ce que je disais, eh bien dans l'ancien monde, on est dans la hiérarchie, on est dans une ou plusieurs personnes limitées ont du savoir, ont des idées, les mettent en œuvre, et puis d'autres qui sont là pour les exécuter selon des processus qui auront été décidés avec du contrôle, avec des indicateurs de performance, une machine bien huilée qui va produire des résultats tels qu'on les attend, voire même un petit peu plus. Et ça, pour moi, eh bien, c'est pas du tout ce que je veux. Et pour moi, c'est un modèle qui, malheureusement, ne fonctionne qu'à partir du moment où on va consommer de la ressource. Et cette ressource, peu importe qu'elle soit, elle peut être de différentes natures, mais elle est aussi souvent humaine. Et on consomme de la ressource humaine et on épuise à un moment donné
les gens en les payant et en ayant un contrat très clair avec eux. Ça c'est évident. Mais il y a quand même une consommation de la ressource. On tire profit des ressources. Et ici, pour moi, dans le nouveau monde, dans mon nouveau monde, dans ma nouvelle manière de fonctionner, eh bien, il y a beaucoup plus de place. Il doit y avoir beaucoup plus de place au collectif, aux idées de chacun, et du coup, à un partage un peu différent de la prise de décision, des actions qui sont menées, mais aussi des retombées finalement du projet. Est-ce que finalement ce nouveau monde pouvait avoir lieu s'il n'y avait pas eu l'ancien monde? Et ça, la question, elle se pose pour moi, mais à mon avis, elle se pose peut-être aussi de manière générale. C'est peut-être après avoir passé autant de temps dans un mode de fonctionnement comme celui-là qu'une région, qu'un pays voit émerger autre chose. Donc, c'est pour ça que je ne lutte pas contre l'ancien monde, et je ne suis pas là pour vouloir le casser, le détruire ou quoi que ce soit, mais que pour moi, il est bon d'aider et de mettre de l'énergie à construire, en tout cas, pour ne pas dire construire le nouveau monde, parce que je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, en ce qui me concerne, à mettre en œuvre des projets avec des méthodes qui, pour moi, correspondent à celles du nouveau monde. D'accord. Merci. J'aime beaucoup connaître les personnalités derrière les projets. Allez, est-ce que tu pourrais me parler de toi, de ton parcours, pour qu'on te connaisse un peu mieux? Pour moi, ce qui me relie à ce projet, c'est que il faut savoir que j'ai grandi et j'ai vécu jusqu'à environ 15 ans dans une ferme en Brabant wallon. J'ai eu une enfance d'agriculteur. J'ai joué dans des granges, j'ai conduit des tracteurs, j'ai fait plein de choses qui étaient pour moi extraordinaires. C'était normal pour moi, tout ça. Et c'était vraiment beaucoup de bonheur. Ouais. Parce qu'évidemment, en étant enfant, je n'y voyais, oui, c'était fatigant. On faisait des choses qui étaient un peu plus fatigantes que simplement rouler à vélo ou aller passer des vacances à la plage. Mais pour moi, c'était vraiment une assise qui était très importante. Je m'en suis détaché progressivement. Bon, il n'y avait pas l'idée d'y travailler à long terme. Et donc, après ça, voilà, j'ai fait des études. J'ai rencontré une fille qui habitait à Arlon, et je suis venu travailler au Luxembourg. Et finalement, tout s'est déroulé de manière très linéaire, très facile. Un travail, une maison, un mariage, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, une vie où finalement, la plupart des choses se passent de manière très ouais, tout se passe vraiment bien, avec beaucoup de succès. Oui, il y a beaucoup de travail derrière. Je pense que je suis quelqu'un qui a un côté social plutôt facile. Ouais. Donc du coup, dans les boulots comme ce qui était le mien, où le relationnel était important, du coup ça fonctionnait bien. J'ai toujours travaillé suffisamment aussi que pour pouvoir faire ce qu'on attendait de moi. Mais voilà, j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien parler, j'aime bien finalement être au contact et partager. Donc pour moi, le partage, il est super important. Donc il y avait beaucoup d'une dimension de travail d'équipe dans ce que je faisais, même dans mon ancien travail. Et ça me plaisait beaucoup. C'était pas tellement la nature du travail en lui-même, mais c'était plutôt le côté, voilà, être en équipe, avoir une équipe à gérer en tant que manager, etc. Ça, c'était vraiment très important. Je suis quelqu'un donc dans le social qui s'implique beaucoup dans le sport. Déjà, justement, à partir de 15 ou 16 ans, j'ai commencé à faire du volleyball, et j'en ai fait beaucoup. Et pour moi, c'est un sport qui est vraiment extraordinaire, dans lequel je passe aussi, auquel je consacre pas mal de temps. Donc depuis quelques années, je coach une équipe de volley ici dans le coin, à Étal. Je m'y investis beaucoup. J'aime beaucoup, au-delà du sport en lui-même, être finalement là pour conseiller sur plein de choses, parce que ce sont des ados, et on peut aussi leur conseiller, et être finalement sur certains aspects inspirants, parce que voilà, Le grand frère. on leur apprend d'autres choses. Oui, voilà, c'est toujours difficile, parce qu'on doit être
c'est le grand frère, copain, mais quand même l'entraîneur, le coach, donc il faut aussi pouvoir poser des limites. Bon, en plus, j'ai ma fille qui joue dans l'équipe, donc c'est aussi une particularité. Donc voilà, je suis vraiment, si je dois parler de moi, voilà, quelqu'un de très social qui, comme je l'ai dit juste avant, il y a un peu plus d'un an et demi, a décidé de passer à autre chose Mhm. parce que ça correspondait, le travail que je faisais, l'environnement dans lequel j'évoluais ne correspondait plus à qui j'étais, à qui j'étais. Très bien. Top, tant mieux. Ouais, ça va, c'est plutôt cool. Franchement, je me sens bien. Je j'ai pas regretté une seule fois cette Mm. décision depuis lors, et c'est certainement la plus belle décision que j'ai prise de toute ma vie. Et c'est un beau cadeau que je me suis fait. C'est risqué, c'est beau, c'est inspirant, je pense. Oui, c'est Ouais. gentil, merci. Oui, c'est risqué. Le risque, il est contrôlé d'une Ouais. certaine Mm. manière, mais malgré tout, je ne peux pas savoir où je vais. Oui, bien Je ne sûr. pouvais pas savoir où j'allais. Et il y avait quand même cette confiance que, voilà, De qu'il y avait moyen de l'intuition faire ou... plein de belles choses. Oui, de l'intuition, et puis pas mal de signes qui se sont présentés. J'ai fait quand même sur les dernières années pas mal de rencontres avec des personnes, on va dire, un peu plus spirituelles, Ouais, ouais. et qui du coup, déjà m'ont vraiment ouvert sur des espaces magnifiques, et qui justement à chaque fois, voilà, me confirmaient que il y a quand même autre chose dans la vie Mm. que faire. Et du coup, le jour où j'ai décidé de consacrer un peu plus de temps à être, ça aussi, hein, on le lit dans tous les bouquins, hein, parce que les bouquins, j'en ai beaucoup aussi, et c'est très facile de lire des bouquins et dans lesquels on dit ah oui, oui, ah, l'être est plus important que le faire, oui, oui. Clairement, Mais ouais. au moment où on prend la décision de Mm. et on prend des actions pour, ça devient un petit peu plus concret. Et c'est vraiment génial. Après, voilà, j'ai pris cette décision-là parce qu'elle ne mettait pas à risque non plus Mhm. ma famille, notamment. Voilà, mes enfants sont beaux être grands, hein, 18, 20 et 22, mais malgré tout, voilà, je ne peux pas prendre des décisions qui vont rendre caduque le fait de terminer leurs études, Bien de sûr. payer leurs cotes, Mhm. etc. Donc ça, Mhm. ça j'aurais jamais fait ça. Mais par contre, voilà, je prends quand même ce risque, et voilà, pour moi, comme je l'ai dit, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Est-ce que tu te mets une période de transition? Enfin, est-ce que par exemple tu te dis si ça marche pas dans 6 mois, je retrouverai autre chose. Enfin, Écoute, je me suis mis mhm. quelques fois ces périodes-là. Donc, quand j'ai quitté mon travail le 16 mars de l'année dernière, eh bien, en effet, je m'étais mis certaines échéances. Mhm. Ah, voilà, pour septembre, j'aurais fait Ouais, ça. Et ouais. puis, c'est devenu décembre. Et puis, c'est devenu mars. Et puis, ah, grand Dieu, on a eu le confinement qui permettait de prolonger. Donc, je me suis mis des balises comme ça en avant, et pour l'instant, j'en ai une aussi, hein, pour le projet. Et il est clair que la balise de fin d'année, donc début décembre, elle est là, elle est claire. Bon, il y a celle de septembre, mais je veux dire fin décembre, début décembre, où là, on aura fait un point sur le projet, on aura pu décider de Mhm. comment ça va évoluer, qu'est-ce qu'on va renforcer, qu'est-ce qu'on va adapter, etc. Donc oui, celle-là, je l'ai, mais ce ne sont pas des dates Mhm. butoirs, Ouais, ouais. des limites, parce que ce que j'ai appris aussi sur l'année, un peu plus enfin quasi un an, enfin 15 ou 16 mois qui se sont écoulés, c'est que finalement, il y a fréquemment des nouvelles choses qui se présentent, et là, à l'heure actuelle, je travaille de manière quand même assez sérieuse sur 3 projets différents, qui sont tous les trois d'autres personnes, sur des sujets différents, mais qui sont très inspirants, qui correspondent à mes valeurs. Et du coup, ben voilà, si à un moment je te consacre un peu plus de temps à locaux, eh bien je consacre un peu moins de temps à l'un ou l'autre, ou parfois je les mène tous les trois de fond et à fond parce que, Mhm. euh, parce que j'ai l'énergie, Mhm. parce que ça se présente bien. Donc finalement, tout ça fait que les échéances s'adaptent.
Et pour moi, voilà, pour l'instant, c'est OK, quoi. Ok. Et bien justement, on parlait du confinement. Comment as-tu vécu le confinement? Alors le confinement, pour moi, il a représenté une période pendant laquelle j'imagine que beaucoup d'autres personnes se sont mis à vivre ce que je vivais déjà depuis quasi un an. Donc le confinement a commencé le 14 mars 2020. Moi, le 16 mars 2019, je quittais mon travail et je vivais à un rythme totalement différent. Sans aller tous les jours au travail, sans avoir plein de contraintes, sans aller au supermarché, enfin tout ça j'avais déjà changé. Donc du coup j'ai vécu un confinement qui au quotidien était tout à fait identique avec ce que je vivais avant, à la différence que mes enfants étaient tout le temps à la maison puisqu'ils n'étaient plus aux études. Et donc c'était très chouette, donc on a fait plein de choses ensemble. Bien sûr que j'ai vécu la rupture ou en tout cas la difficulté dans les relations avec les amis, avec la famille, qui là était vraiment très, très inconfortable. Et je le voyais aussi au travers de mes enfants à qui eux-mêmes, voilà, le contact de leurs amis, c'est vraiment la chose qui manquait le plus. Donc il était temps, quelque part, qu'on relâche Ouais. un certain nombre de contraintes, ça c'est évident, mais pour moi, le déconfinement signifie une forme de reprise ou d'accélération des activités que, que j'ai pas forcément envie, parce que du coup, j'ai fait plein de projets, comme je te le disais juste avant, et puis maintenant, ben voilà, on va reprendre le volet comme c'était Comme avant, avant. donc du Ouais. coup, on va devoir replanifier, repréparer les entraînements, repréparer la saison prochaine, se revoir 3 fois par semaine, etc. Bah, il faudra que je retrouve une place pour tout ça. Voilà, la reprise sera un peu particulière. Et en même temps, le confinement a été, puisqu'en plus, voilà, j'ai la chance d'avoir une maison, un jardin, vivre dans une région magnifique. Bah, le confinement a été une période voilà, d'introspection et de partage en famille qui était pour moi très agréable. Comment imagines-tu le monde de demain? Enfin, ce projet, il a beaucoup de sens. C'est le nouveau monde par rapport à l'ancien monde, comme tu as expliqué. Mhm. Si tu te projettes. Écoute, déjà pour revenir sur le projet, il est clair que le fait de l'ouvrir et de le lancer maintenant, pour moi, ça a beaucoup de sens parce que quelque part, ça pourrait permettre aux personnes qui, pendant la période où tout s'était ralenti, avaient peut-être eu l'occasion je vais le dire simplement, mais voilà, de manger autrement. Ouais. Mais une fois que tout redémarre, ça redevient compliqué. On retravaille du matin au soir. Le soir, on a la danse de la petite, on a ou le tennis de la Aussi. petite, etc. Enfin, on a plein de choses à faire. On a ses propres activités. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être se ruer de nouveau au Colruyt, au Deleuze, au GB, enfin n'importe Ouais. quoi. Et là, je me dis, ah, ça serait vraiment chouette, même si on va pas servir les 15 000 foyers de la région ici. Par rapport au Nouveau Monde, moi, pour rester sur le sujet d'acheter des produits alimentaires, je rêve beaucoup à une relation totalement différente acheteur-vendeur. Il y a là pour moi quelque chose de très malsain dans une dynamique où en plus avec au milieu des intermédiaires, des distributeurs de l'industrie agroalimentaire, etc., qui fait que on prétend que le client est roi et donc on pousse les prix vers le bas pour que le client puisse acheter plus. En fait, le client, il n'est pas roi du tout. Le client, c'est juste un esclave qui, à un moment donné, mange, consomme des choses dont la qualité elle-même aura été tirée vers le bas pour qu'on tire le prix vers le bas, mais à un moment donné, qui va aussi tirer le prix d'achat vers le bas pour le producteur. Donc on est vraiment dans une relation totalement ubuesque, c'est totalement absurde, où en fait tout le monde perd, sauf un certain nombre de happy few. Et ça pour moi, c'est vraiment ce que j'espère. On va pas réduire le nombre de happy few, il restera toujours des gens très très riches qui resteront très très riches et qui vont continuer à tirer un peu un certain nombre de ficelles. Par contre, ce que j'espère, c'est que à un moment donné, on va dire les deux groupes
pour rester sur l'alimentation, sur la consommation, pardon, les acheteurs et les producteurs, eh bien qu'on puisse un tout petit peu les libérer de tout ça en recréant une connexion un peu entre les deux. Bien sûr, c'est pas Loco 50 qui va avoir un impact, je dirais, significatif, mais dès Loco 50, il y en a déjà des dizaines en Europe, en Europe, donc en Belgique, en France, au Luxembourg. Je sais pas si tu as vu, mais pas la start-up, la mini-entreprise de l'année au Luxembourg, ils font du Loco 50. Et ça marche super bien. Bon, ils ont aussi la période du confinement qui a fait qu'ils ont eu un boom, mais je veux dire, il y en a plein des plateformes comme ça. Et donc, si elles ont les mêmes intentions, ben, quelque part, elles vont, à mon avis, pouvoir créer un effet, cette fois-ci, un effet de masse. Et donc, moi, le monde de demain, eh bien, je le vois et je l'espère en tout cas avec beaucoup plus de respect dans les relations, pas que dans la consommation, hein, mais finalement, oui, dans les relations de manière générale. Et malheureusement, j'ai l'impression que pour l'instant, on est encore dans une phase, et je pense que c'est tout à fait normal, où il y a peut-être même encore plus de tensions qu'il n'y avait avant. Il y a des tensions partout. Il y a des tensions dans les rues, il y a des tensions avec les policiers. Hier, je parlais avec une amie institutrice en France. Elle me dit, mais tu n'imagines pas la tension qu'il y a entre les parents et nous, les directions et nous, on est mis sous pression énormément. Enfin, je trouve qu'il y a de la tension partout. Et je pense que quelque part, c'est normal. Tout système, à un moment donné, va se tendre, parce qu'il résiste. Et à un moment donné, il va se détendre. Comment? Je ne sais pas à quel moment. Je ne sais pas. Tout ce que je peux, moi, continuer à croire et à faire, c'est continuer à faire la même chose pour amener de la détente dans tout ça, ou en tout cas à proposer quelque chose qui soit un peu détendu à côté de toute cette tension, quoi. Faire ta part. Oui, faire ma part et puis faire aussi le travail en moi aussi. De nouveau, hein, on peut citer plein de choses et je pense que ça marche de faire des changements, même des petits changements en soi. Eh bien, ça marche pour ensuite pouvoir, en tout cas, participer à un changement qui est en cours, parce que de nouveau, des locaux 50, il y en a partout. Si maintenant je participe à une dynamique comme celle-là, bah, c'est peut-être parce que d'abord j'ai mis en place certains changements chez moi et qui n'étaient pas toujours faciles à faire. Mais justement, tu peux en parler un petit peu ou donner des conseils pour les gens qui n'osent pas se changer un petit peu? Pour mettre en place des changements, on n'est pas obligé de tout changer. On ne doit pas démissionner direct. Voilà, exactement. On doit déjà, pour cet exemple-là, et j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs avec des anciens collègues quand j'étais encore là-bas, et je sentais que parfois ça pouvait faire un petit peu peur, en disant, oh, bah, tiens, Vincent, il parle avec lui, il parle avec elle, qu'est-ce qu'il est en train de leur mettre dans la tête? Et justement, pour moi, c'est l'inverse, non, on n'est pas obligé de tout changer, on n'est pas obligé de démissionner, on n'est pas obligé de quitter l'endroit où on vit ou de plus vivre dans une maison et d'aller vivre dans une roulotte ou dans un habitat partagé. On n'est pas obligé de faire ça. On peut le faire. Il y a des gens qui le font et c'est très bien. C'est très bien s'ils le vivent bien. Par contre, ce qui est quand même, à mon avis, souhaitable, c'est malgré tout de mettre en œuvre certains changements. Et pourquoi faire certains changements soi-même? Parce que je pense que c'est ce qui finalement doit, en tout cas c'est ma manière de vivre les choses, c'est ce qui doit d'abord se ressentir, et donc mettre les changements, de nouveau je reste sur le sujet, mais on peut en parler, on peut en prendre d'autres, mais sur l'alimentation, déjà commençons nous-mêmes petit à petit à changer des toutes petites choses. Une partie de ce qu'on achète, une partie et évidemment au-delà de ce qu'on achète, de ce qu'on consomme. Consommons déjà autre chose, commençons déjà à changer des toutes petites choses, et tout ça va créer des effets, et va créer un effet qui va entraîner, parce que de nouveau, je disais, je suis passionné de santé et d'alimentation, eh bien, en effet, quand tu manges autre chose, non seulement ton corps se sent mieux, mais ton cerveau se sent mieux.
Bien sûr. Et du coup, les pensées sont différentes. Et du coup, dans les pensées, ben, il y a aussi enfin, il y a aussi les émotions qui vont se vivre différemment. Et donc, du coup, est-ce qu'on va être plus positif? Je n'en sais rien. On va toujours voir plus ou moins la même chose. Mais en tout cas, ce sont des changements qui peuvent en entraîner d'autres. Et donc, juste faire des petites choses et se fixer des petites choses en disant, voilà, le mois prochain, eh bien, j'aurais changé, je vais, voilà, je n'aurai plus mangé de viande du supermarché. J'aurais quand même trouvé ce petit producteur sympa chez qui, allez, oui, je vais quand même acheter un colis de viande régulièrement. Et du coup, voilà, je sais que la viande, eh bien, au moins j'aurais changé ça. Et puis, je vais faire pareil pour ça. Et puis, je vais diminuer telle ou telle chose. Et je ne parle pas de dire, voilà, il faut arrêter de boire de l'alcool ou des choses comme ça. Pour moi, pour moi le problème il est pas là. C'est vraiment toutes ces petites choses-là et pourquoi pas commencer par l'alimentation. Pour moi, l'alimentation, c'est un sujet qui est très facile et qui donne des effets quasi immédiats. Ce que l'on mange, ce que l'on boit, c'est immédiat. Et à partir de là, ben, je sais pas, si vous avez le goût à autre chose, si vous avez le goût à faire de la méditation, pourquoi pas, si vous avez le goût à passer en 4/5e, pourquoi pas, à vous investir dans une ASBL, pourquoi pas, ben, dans Loco 50 d'ailleurs, on aura besoin aussi de bénévoles. Donc tous ces changements viendront après. Euh, Par contre, je voudrais quand même prévenir, c'est que si on met ces petits changements-là et que les changements s'enchaînent, à un moment donné, on y prend goût. Et quand on y a pris goût, ah ouais, alors là, c'est peut-être difficile. C'est peut-être difficile de retourner, de retourner en arrière. Ça oui, mais pourquoi faudrait-il retourner en arrière? Un grand merci, un très grand merci pour ta vision, ton parcours, etc. Je t'en prie, avec Est-ce plaisir. que tu aurais d'autres initiatives? Tu m'as parlé que tu avais d'autres projets, si tu veux faire une parenthèse. Oui, j'ai d'autres projets. Il y en a un dont je préfère ne pas parler tout de suite parce que les autres, avec les autres, on pense qu'il faut qu'on mûrisse encore un petit peu avant d'en parler. Bien sûr. Mais ça viendra très très vite. Par contre, le projet dont j'aimerais te parler, c'est un projet de plateforme, de réseau social qui a été créé par un ancien collègue et ami qui est basé au Québec. La plateforme s'appelle Vibrer Local. D'accord. Vibrerlocal.com. C'est une plateforme qui permet en fait aux membres, en s'y connectant, eh bien de partager les choses qui sont importantes pour eux, de partager leurs idées, de partager des projets sur base de ce qu'il y a dans le nom de la plateforme, donc de ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Et donc sur cette plateforme, on explique qui on est avec ses centres d'intérêt, on va se connecter avec ceux qui ont des centres d'intérêt similaires. Et puis voilà, comme je le disais, et comme je l'ai fait moi-même, notamment pour le projet ici, eh bien on va créer une idée. Voilà, ah, j'ai l'idée de créer une plateforme qui permettrait de connecter les consommateurs avec les producteurs. Donc on crée ça. Et puis d'autres personnes qui sont intéressées par l'alimentation, par la permaculture, par les produits locaux, enfin les différents mots-clés qui tournent autour du projet, eh bien vont voir le projet, vont pouvoir contribuer, donner leur avis, et ensuite, pourquoi pas, venir s'y connecter. Bon, c'est une plateforme qui est encore assez jeune, donc ici, on a environ 400 personnes qui sont connectées, beaucoup au Québec, un petit peu en France, au Luxembourg et un tout petit peu en Belgique, donc on ne peut pas encore voir directement les effets, enfin il n'y a pas des dizaines de personnes qui se sont connectées sur Vibrer Local, sur le Loco 50. C'est aussi pour ça que pour moi, jusqu'à présent, ça reste beaucoup plus naturel de communiquer via Facebook pour toucher des gens. Mais j'espère qu'à terme, quand on aura plus parlé de Vibrer Local, eh bien on pourra aussi mener ce genre d'initiative et de projet sur une plateforme comme celle-là, parce que c'est une plateforme totalement indépendante dans laquelle il n'y a pas de pub, on ne fait pas des recherches pour ensuite aller analyser des comportements et vendre tout ça à des entreprises. Donc de nouveau, un projet pour moi que je qualifierais, et même si c'est un petit peu tarte à la crème, de projet du nouveau monde. C'est différent, c'est
l'objectif, il n'est pas d'alimenter une multinationale qui va faire énormément de profit. Il est de donner une plateforme qui permette aux gens, comme le dit Laurent, le fondateur, de reprendre un peu leur pouvoir, et dire voilà, moi j'ai envie de faire ça, je vais mener ce projet, je sais que je ne peux pas le mener tout seul, mais en parlant, en le décrivant de manière structurée, eh bien, je vais permettre à d'autres de bien avoir compris ce que je veux faire et de venir apporter leur contribution et de venir aider. Et ça permet aussi de faire en sorte que peut-être que des projets, et d'ailleurs ça s'est déjà vu plusieurs fois sur la plateforme, un projet qui naît par exemple en Auvergne, il y a une amie que j'ai connectée au projet qui est en Auvergne, un projet qui est né là, eh bien il y a quelqu'un au Québec qui le voit, puisque pour l'instant on est présent sur ces 3 pays-là, et puis il dit mais ce projet il est génial, moi je veux faire ça chez moi aussi. Et donc sur la plateforme on prend tout le projet, on le copie et on le partage avec ses amis à un autre bout de la planète. Et c'est OK parce qu'on est vraiment sur un mode de partage, De collaboration. On a eu un call la semaine dernière, on en a encore un cette semaine, où finalement on se rend compte, on voit des gens qui disent ah oui mais voilà, et bon, quelqu'un d'Auvergne qui va collaborer avec un autre du Québec, et puis quelqu'un ici de la Belgique qui se met aussi sur le projet. Mais l'idée c'est évidemment de créer des projets de manière locale. Et donc vibrer local, c'est voilà, pour moi ça me permet, puisqu'au début mon premier projet il visait à créer une plateforme pour communiquer sur la consommation locale. Bien ici je crée une plateforme où je gère un projet qui permet de consommer et d'acheter des choses locales, et un autre projet qui lui est plus sur le côté réseau social, connexion entre les gens, partage. Très bien. Voilà, ça c'est le deuxième projet. Super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, écoute, peut-être la dernière chose, c'est que je voudrais juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure. En étant dans une dynamique de projet, de partage tel que je suis, eh bien, ça me permet de rencontrer plein de gens qui sont dans cette dynamique-là. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir de voir ça, parce que finalement, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Et dès qu'on commence donc, on voit toujours ce qu'on a envie de voir. Hein. Et dès qu'on regarde ça, je pourrais te citer des dizaines de projets qui sont mais juste extraordinaires, qui n'ont peut-être pas lieu tous ici, tout près à Arlon, mais bien qu'il y en ait. Tu dis, mais c'est génial que des gens fassent ça, que ce soit totalement collaboratif, que ce soit totalement dénué d'intérêt privé. Je me dis, mais pourquoi les gens ils font ça ? Et en fait, je crois que ça a toujours existé, ce genre de choses. Mais c'était peut-être un peu trop stigmatisé, mis un peu comme ça, avec une étiquette un peu, ouais, c'est quand même des gens bizarres qui font ça. Mais peut-être que c'est moi qui l'ai regardé comme ça, et peut-être qu'en fait, tout le monde continue à regarder ça de manière bizarre, et que moi je trouve ça génial maintenant. Mais de nouveau, je pense que tout le changement que j'ai fait me permet de voir ces initiatives-là avec un autre œil, et donc si tout le monde était au courant de ça, tu dis, mais enfin c'est génial de voir, de voir ce collectif qui se met en place. Est-ce que ce sera suffisant ? J'en sais rien, mais en tout cas c'est hyper inspirant et réjouissant. Et moi je suis inspiré à chaque fois. Enfin, cette semaine j'étais à la ferme du Grand Enclos à Grandvoire, ici près de Neufchâteau. Mais mon Dieu, mais quel univers inspirant, les gens sont extraordinaires, ce qu'ils font, les animaux qui sont là. Alors bien sûr c'est tout petit, il y a pas de quoi nourrir la province du Luxembourg. Et tu te dis, mais c'est génial, moi je ressors de là avec une énergie de dingue. Et donc voilà, mon mot de la fin c'est ça, il y a beaucoup d'initiatives comme ça, et j'espère qu'il y en aura encore plus. Ça tombe bien parce que c'est l'objectif du podcast. Et ben voilà, et écoute, avec rendre grand plaisir. visible toutes ces petites initiatives un peu partout. Et voilà. Et merci beaucoup. Avec plaisir, salut. Salut. Comme notre première rencontre datait de quelques mois déjà, j'ai sauté sur l'occasion de revoir Vincent pour vous faire une petite mise à jour de sa situation. Voici notre échange. Salut Vincent. Salut. On s'était vu au mois de mai, ou juin, je ne sais plus exactement. Et du coup, on se revoit au mois de novembre avant de sortir le podcast. Pourrais-tu me faire un petit récapitulatif de ta situation actuellement ?
Oui, oui, c'est vrai que là, l'été a été bien intense. On a travaillé sur plein de sujets. Bon, j'ai continué à prendre le temps de m'inspirer et malgré tout, ce que je pourrais te dire, c'est que ben, déjà d'un côté, Betty, Ah, Betty. Betty, bah Betty. oui, parce que Betty, on n'en a pas parlé Eh quand on ben s'est non. vu. Parce que Betty, voilà, Betty, c'était autre chose. C'était Loco 50. Dans cette équipe, on a souhaité trouver une identité qui soit un peu plus proche des produits qu'on souhaitait promouvoir, plus proche de la terre. Et donc, il y a eu cette relation avec la betterave, parce que Betty, en fait, c'est une petite betterave. Ça pourrait être quelqu'un qu'on connaît, ça pourrait être un petit personnage. Un chouette logo qui a été préparé par Marie, hein, une amie de Pauline. Et donc voilà, Betty a grandi. Betty est une ASBL qui a été créée début juillet, qui a aussi organisé un marché le 20 septembre, ici à Tontlange, et qui a commencé à partir du 15 octobre. On a fait, donc là maintenant quand on se parle, on va faire la 5e semaine de distribution de paniers avec un groupe de clients, oui, de clients test, on pourrait dire, ou en tout cas des personnes qui se sont engagées à interagir avec nous, à finalement nous donner toutes ces informations dont on a besoin pour que le projet puisse voilà, avoir un bel ancrage, avoir des bases solides. Et notre objectif reste d'avoir un démarrage avec une plateforme web, avec des processus un peu plus adaptés pour accueillir plus de clients dès le printemps. Donc, Ok. ouais, voilà, je suis très, très content de comment ça s'est passé et du retour à la fois des producteurs. On a des chouettes échanges avec les producteurs et également avec les clients. C'est très chouette. Au niveau du marché, c'était un one-shot ou ça va se reproduire? Ben, le marché, il n'était pas prévu parce qu'au départ, l'idée, c'est voilà, que les producteurs en fassent le moins possible, qu'on puisse leur rendre service. Et puis là, ben, de manière enfin, tout à fait par hasard, on a eu l'occasion d'aider un producteur début septembre qui avait beaucoup de produits. Alors je lui ai dit, mais écoute, Michel, si tu veux, organise un marché. Et nous, on va en parler sur notre groupe. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et puis suite à ça, on s'est dit, mais on va recommencer. Cette fois-ci, on va l'organiser. On va appeler ça Betty fait son marché. Et c'était une belle occasion de parler avec du public. En plus, je te dis pas, fin septembre, les gens étaient tellement contents que quelque chose s'organise. En plus, il faisait Il faisait super beau, beau. ouais. Voilà, c'était une journée très très chouette. Et comme ça, les clients ont pu aussi rencontrer les producteurs, puisqu'on a des producteurs qui viennent de pas loin, mais malgré tout, qui sont pas forcément hyper connus. Donc, le premier marché a eu lieu. On souhaitait en organiser un peu avant Noël et voilà, malheureusement, le contexte qu'on connaît tous fait que ce sera très compliqué. Donc on va pas l'organiser. Par contre, on souhaitera en faire, à mon avis, ouais, 3 ou 4 par an. Ah oui, chouette. Voilà, parce que je rappelle que le projet était un lien entre les producteurs et les consommateurs. Et ce lien, bah, ok, nous on s'en charge, on va chercher les produits, on en parle, on donne les feedbacks dans un sens et dans l'autre. Par contre, c'est bien que ce lien, il existe vraiment et qu'il puisse y avoir vraiment une rencontre entre les clients et les producteurs, mais pas toutes les semaines, parce que là, du coup, ça devient lourd pour les producteurs de venir. Mais voilà, on a aussi rencontré un écho assez favorable d'autres initiatives de la commune d'Atert, où on se rend compte qu'il y a un intérêt à promouvoir et avoir plus d'activités de production locale. Et donc voilà, est-ce qu'il y aura plus de marché? Oui, certainement. Top, top, top. Autre chose à ajouter? Non, écoute, pour moi, Betty, c'est vraiment ce qui m'occupe le plus. Dans le dernier podcast, je te parlais d'un projet qui s'appelle Vibrer Local, qui est un projet en fait, de réseau social qui permet aux gens de s'impliquer dans des projets. Typiquement, un projet comme Betty, on en parle dans Vibrer Local. Il permet de partager les idées, de recevoir les feedbacks des personnes. C'est une plateforme que j'aime beaucoup.
J'avance aussi avec des amis sur ce projet. On a aussi créé une autre ASBL, donc j'ai l'impression que je passe mon temps dans le monde associatif. C'est intéressant, hein, après avoir travaillé 25 ans dans un monde corporate, comme on dit, qui fait beaucoup de performances. Ici, voilà, je me mets plus dans le monde associatif. Et figure-toi que je me lance dans une 3e association dont je ne parle pas pour l'instant. Je pourrais t'en parler peut-être la prochaine fois, qui là est très impliquée au niveau du monde de l'éducation et des enfants. Pour moi, ça fait partie des évidences à l'heure actuelle. S'il y a quelque chose à faire, c'est de travailler sur les piliers de la société. Et donc, il y a l'alimentation d'un côté, il y a les relations entre les gens pour se mettre en action, vibrer local. Et puis, il y a cette 3e association qui est basée sur les enfants, quoi. Génial. Voilà. Dis donc, j'ai presque hâte de notre prochaine conversation. C'est un petit teaser pour que tu reviennes. Hein. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vous voulez vous aussi consommer vraiment local et faire partie des premiers clients de Betty? N'hésitez pas à contacter l'équipe via la page Facebook de Betty ou par email à contact@bettylocal.be. Voilà, ce premier podcast est terminé. J'en profite pour remercier chaleureusement mon invité pour le temps qu'il m'a consacré. Un grand merci aussi à l'équipe de l'Obs, tout particulièrement à Serge, Olivier, Grégoire et Thomas. Vous avez apprécié ce podcast? N'hésitez pas à le partager autour de vous pour le faire connaître. Pour ne rater aucun épisode mettant en avant la transition autour d'Arlon, inscrivez-vous à la newsletter sur arlonentransition.be ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt!